Il est 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. En visite officielle au Bénin, le président de la commission de l'UEMOA a été reçu en audience ce jeudi par le président Romuald Tawadani. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt. Les temps forts de cette rencontre à suivre en début d'édition. Ils amusent, inspirent, conseillent et parfois même éduquent. Grâce à leur contenu sur les réseaux sociaux, les influenceurs attirent des communautés toujours plus nombreuses. Mais sont-ils réellement des exemples à suivre? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, loin du Bénin, ils sont 6 candidats en lice pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce jeudi, devant la tribune de l'Assemblée générale, ils ont débattu de plusieurs enjeux majeurs. Les détails dans un instant. Nous ouvrons cette édition avec cette actualité. Les préparatifs de l'installation officielle du Sénat entrent dans la dernière ligne droite. Les ultimes réglages de la cérémonie, prévus le 30 juillet, ont été examinés ce vendredi au cours d'une réunion tenue à huis clos à Cotonou. Pendant près de 2 heures, 23 des 25 sénateurs se sont réunis à l'hôtel Sofitel pour passer en revue les aspects organisationnels de la séance inaugurale. Initialement annoncée sous la présidence de Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d'âge des membres de droit, la rencontre a finalement été conduite par Maître Robert Dossou en raison de l'absence de l'ancien président de la République. Sakalafia figurait également parmi les absents. Institué à la faveur de la révision constitutionnelle, le Sénat s'apprête à intégrer officiellement le paysage institutionnel béninois, composé de 25 membres désignés conformément aux dispositions de la Constitution. Cette nouvelle chambre parlementaire exercera, aux côtés de l'Assemblée nationale, les compétences qui lui sont reconnues par les tests. La cérémonie d'installation prévue le 30 juillet marquera le démarrage officiel des activités de la deuxième chambre du Parlement béninois. Autre actualité dans cette édition, les utilisateurs des services de Mobile Money au Bénin bénéficient désormais d'une avancée majeure. Il est désormais possible d'associer un même numéro de téléphone à plusieurs portefeuilles électroniques sans avoir à utiliser plusieurs cartes SIM. Concrètement, chaque abonné peut conserver son numéro habituel et créer un portefeuille électronique auprès de différents opérateurs en suivant les procédures propres à chacun d'eux. Une fois les comptes ouverts et rattachés au même numéro, il lui suffit de composer le code USD correspondant pour accéder au portefeuille de son choix. Cette innovation met fin à l'obligation de détenir plusieurs cartes SIM pour profiter des services des différents opérateurs. Direction le palais de la Marina. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu en audience par le chef de l'État dans le cadre de sa mission de travail à Cotonou. Cette rencontre intervient à l'occasion de l'édition 2026 de la revue politique annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre des réformes communautaires et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Voici la substance des échanges avec le président de la Commission de l'Union. Monsieur le Président, comment ça va? Ça va très bien. Tout va bien, ça va très bien. Nous lui avons rendu compte de ses travaux de ce matin et pour lui indiquer que le Bénin, en termes de résultats, a réalisé une performance de 73%, donc ce qui signifie globalement que la plupart des textes communautaires sont appliqués ou transposés au niveau du pays. Et je pense que cela est important et traduit l'engagement du Bénin dans le processus d'intégration sous-régional. Naturellement, il nous a réaffirmé, après ce compte-rendu qui lui a été fait, toute sa disponibilité et également tout son engagement pour que les orientations, les mesures nécessaires soient prises et les instructions nécessaires aussi soient données aux membres du gouvernement pour que le Bénin continue
en tout cas d'aller dans le sens de l'approfondissement du processus d'intégration sous-régionale. Nous avons profité naturellement de cette rencontre avec le président de la République pour échanger sur la marche de notre union de façon générale. Et là aussi, il nous a renouvelé, il nous a marqué toute sa disponibilité et tout son engagement pour que notre union puisse aller plus en avant sur beaucoup d'aspects, dans le domaine économique, dans le domaine financier aussi, et également sur les aspects institutionnels, voilà, qui sont des aspects fondamentaux pour une organisation comme la nôtre, voilà, qui doit aller plus en avant pour le bien de nos populations. Alors, ça a été aussi une occasion pour moi de saluer les résultats, au-delà de la réforme de façon générale, des performances du Bénin en termes macroéconomiques ou en termes économiques si vous voulez, qui est un État qui compte dans notre union. Donc une économie béninoise prospère, une économie béninoise qui marche est une économie également qui impacte positivement la marche globale de notre union. Dans un tout autre registre à présent, le choix d'une profession relève souvent de la passion, des aptitudes et des aspirations personnelles de chacun. Dans certaines familles, des parents souhaitent transmettre le métier à leurs enfants, considérant cette carrière comme un héritage. Mais cette transmission doit-elle être un choix libre ou une obligation imposée? Sévé Zocanclounon, activiste des droits de l'homme, donne son éclairage sur la question. Suivons son analyse. Les parents ont l'obligation de suivre les enfants jusqu'à un certain niveau. Mais après, quant à l'option que l'enfant doit prendre, cela revient à l'enfant de choisir ce qu'il doit faire, en particulier son métier. Parce que c'est l'enfant qui va suivre, l'enfant qui va bénéficier des retombées de la carrière qu'il va embrasser. Les inconvénients, c'est l'enfant. Mais à chaque fois, il faut donner la possibilité aux enfants de choisir. À la rigueur, on peut leur proposer ça, ça et ça. Et quitte à l'enfant de choisir ce qu'il veut. Parce que, n'oublions pas, il y a un danger quand il y a obligation. Il y a un danger quand il y a imposition. Il y a un danger quand on force quelqu'un à faire quelque chose. Surtout que lorsque la chose est contre sa volonté. Du coup, il arrive souvent des moments où, à force d'imposer un métier, une carrière, parce que déjà, si le papa est médecin, on le force à devenir médecin. Quand il est ingénieur des travaux publics, on le force à faire les travaux publics. Je pense que ce n'est pas bon parce qu'à la longue, ça entraîne des maladies psychologiques chez l'enfant. Par exemple, la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie qui relève de la psychiatrie. Si bien que les enfants à qui on a imposé quelque chose là vivent dans deux mondes. Ce n'est pas parce que le papa est médecin qu'il a un bras long dans le secteur de la santé que forcément l'enfant doit embrasser une carrière dans la médecine. Chaque enfant porte en lui un germe qu'il est amené à développer. Et si le choix du parent n'est pas compatible avec ce que l'enfant porte en lui, ça va générer forcément un conflit. Un conflit par la suite et par-dessus tout un conflit psychologique, si possible psychiatrique. Et si dans ce contexte, l'enfant, à un moment donné, a eu à échanger avec son papa pour que ce dernier sache raison garder, pour que ce papa vienne à accepter le choix que lui, l'enfant, fait, parce qu'après tout, il est responsable de sa carrière. Et si, par-dessus tout, parfois, c'est la position de l'enfant qui l'emporte et à la suite, on voit des désastres, par la suite, l'enfant est en droit de dire « en son temps, j'avais refusé ». Dans ce contexte-là, il faut beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup dialoguer avec les enfants et savoir respecter le choix
de chacun. Et savoir concéder. Les parents doivent apprendre à concéder. Et dans certaines mesures, les enfants aussi doivent savoir écouter ce que leurs parents disent. Mais par-dessus tout, c'est le choix de l'enfant qui est privilégié. Parce que c'est lui qui emporte la responsabilité, c'est lui qui veut embrasser sa carrière et sa carrière doit lui donner satisfaction. Et je m'en vais demander aux parents qu'à un certain moment, il faut savoir écouter les parents, les enfants du moins. Il faut savoir observer les enfants. Il faut savoir les écouter pour voir ce qui est bon pour eux et non ce que les parents veulent qu'ils fassent. Comme ça, on éviterait beaucoup de dégâts sociaux. Place à un autre sujet, ils sont devenus des figures incontournables du paysage numérique. À travers les réseaux sociaux, les influenceurs partagent leurs passions, leurs conseils et leurs expériences dans plusieurs domaines comme l'humour, la mode, la motivation ou encore le lifestyle. Très suivis par le public, notamment les jeunes, ils exercent une certaine influence sur les comportements et les choix de leurs abonnés, mais représentent-ils pour autant des exemples à suivre? Des citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou nous donnent leur point de vue. Suivons-les. Moi, je peux prendre la chose sur deux volets. Je donne par exemple l'exemple de l'Ivoirienne et Yao. Cette dame n'enseigne rien de bon parce qu'elle est dans la dépravation totale. C'est des gens qui ont un temps soit peu détruit nos mœurs parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes une éducation digne du nom pour le transmettre à la nouvelle génération. Mais par contre, il y a d'autres influenceurs et des influenceuses qui disent des choses positives que les gens peuvent prendre au sérieux. Mais dans l'ensemble, les gens ont pensé tant ça peut que le 21e siècle est un siècle de la dépravation où les gens n'ont pas eu le sens de l'éducation. Parce que l'éducation africaine est l'original. Bon, on dit souvent enfant et non avoir mimlan, tu comprends un peu. Sur quelqu'un, c'est-à-dire moi, selon moi, c'est ce que veut te montre en fait. Même si ils font ci, ils font ça, toi tu ne sauras pas. Mais celui avec qui tu as vécu, tes proches, tes cousins, dans le même quartier, ce que tu as vécu ensemble, au moins tu peux prendre ce genre de personnes, entre le le dire, et hier, mon fils, tu vois, il a fait par ici, il a pris par ici, qu'est-ce qu'il a fait pour évoluer, c'est s'il a fait ci. Les influenceurs, ils ne montrent jamais ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Ils te montrent juste à l'étape qu'ils sont. Donc imagine, ils te disent que c'est ça qu'ils ont fait, toi tu ne vas pas croire. Mais quelqu'un qui te dit, quelqu'un qui a vécu dans ton milieu de vie, ainsi comme que toi, au moins toi tu peux, même si tu ne connais pas à 100% de quelque chose de lui, au moins dans 70% tu peux connaître quelque chose qu'il a fait. Mais les influenceurs, ils te montrent juste les résultats, toi tu ne connais rien. Donc je ne pense pas qu'il faut suivre les influenceurs en fait. Ceux qui parlent de sexe, des trucs bizarres là, moi j'aime pas les suivre. Mais j'aime ceux qui font les vidéos cachées et après ils reviennent pour faire le social. Je suis ce genre de personne. Il y a d'autres qui donnent les astuces sur la santé. Je les suis. Et aussi, bon, quelques-uns qui font des comédies. Quand on va parler de l'homosexualité, où vous voyez sur TikTok, deux garçons qui s'embrassent, bien deux femmes qui s'embrassent. C'est des choses à condamner, c'est des choses contre nature, qu'on ne doit pas admettre en Afrique. Parce que Dieu qui a créé l'homme et la femme, Dieu sait pourquoi il a créé l'homme, il sait pourquoi il a créé la femme. Et vous allez voir quand on va vers la Bible, quand Dieu a créé Adam, le temps où il a créé Adam, il a créé Ève, Adam a dit, et maintenant, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Une femme qui va aller vers une femme, un homme qui va aller vers un homme. Quel enseignement on peut en tirer de ça? Donc, quand on voit dans l'ensemble ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Et la majorité va dans la dépravation. Et ça détruit nos mœurs, nos cultures. Nous sommes africains, nous devons garder notre dignité, notre originalité. Souvent, ceux que
ceux dont moi je suis leurs vidéos là, c'est les Nigériens. Parce que c'est ceux qui sont dans le social. Parce que tu vas voir, les trucs qui montent, c'est vraiment des vidéos sensibles. Donc si moi j'aime suivre ces genres de personnes, parce que ça m'intéresse. Mais si on interdisait, les enfants qui n'ont pas reçu l'éducation digne vont penser que nous sommes en train de les priver de ce qu'ils sont en train d'aller chercher. Mais je souhaiterais que l'enfant aille à la découverte pour qu'il puisse faire la distinction de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Parce que plutôt l'enfant connaît, maîtrise ce que vous lui enseignez, et quand il va aller faire la découverte demain, ailleurs, il va dire, ah ça là je constate depuis la maison. Il saura comment s'y prendre. Et ceci, il faut sur quelqu'un, il faut aussi apparemment ses parents, celui que tu connais mieux de suivre ses parents ou bien celui qui vient au même milieu que toi, quoi. Les influenceurs, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils te vendent, c'est ce que eux veulent, ils te montrent en fait. En interactualité, les 6 candidats officiellement déclarés pour succéder à Antonio Guterres ont participé ce jeudi à un débat public au siège des Nations Unies organisé devant l'Assemblée générale. Cet échange s'inscrit dans le processus de sélection du prochain secrétaire général. Retransmis en direct, l'événement visait à exposer les visions des prétendants avant l'ouverture d'une nouvelle phase de consultation au Conseil de sécurité dont les membres devront dégager un nom avant sa transmission à l'Assemblée générale pour approbation. Suivant. À une semaine du lancement officiel du processus de sélection, les 6 candidats en lice pour succéder à Antonio Guterres à la tête des Nations Unies ont défendu vendredi leur vision de l'organisation lors d'un débat télévisé. Tous ont insisté sur la nécessité de restaurer la crédibilité d'une institution confrontée à une crise de confiance et à d'importantes difficultés financières. La sélection du prochain secrétaire général pourrait sans doute être l'une des plus décisives des 80 ans d'histoire de cette grande institution. Le fait que nous vivons dans un monde où les conflits abondent, où nous enregistrons le plus grand nombre de conflits armés depuis 40 ans, où règnent les inégalités et où des problèmes touchent chacun des piliers sur lesquels repose le travail de cette organisation. La secrétaire générale de l'ACNUSED, Rebecca Greenspan, a affirmé vouloir remettre l'ONU au cœur des négociations. Quant à Macky Sall, il ambitionne de consacrer ses 100 jours à restaurer la confiance dans l'institution. Parce que nous voyons des drones franchir des frontières que les troupes n'ont jamais franchies, parce que nous voyons le prix du pain augmenter en raison des conflits lointains, et parce que les gens perdent confiance dans la capacité de cette organisation à instaurer la paix dans un monde plus dangereux et plus complexe, je me présente pour leur apporter des solutions concrètes et des réponses honnêtes. Si je suis élu, je mettrai cette expérience au service des États membres. Je serai un facilitateur du dialogue et un secrétaire général engagé en faveur de la mise en œuvre de la réforme et du rétablissement de la confiance. La confiance dans l'organisation, entre les États membres et la confiance envers les populations que nous servons. Le 30 juillet prochain, les 15 membres du Conseil de sécurité procéderont à un premier vote indicatif à huis clos. Plusieurs tours de scrutin pourraient être nécessaires avant qu'un candidat n'obtienne au moins 9 voix sans veto de l'un des 5 membres permanents. Thank you, Director General Grossy. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.